Bienvenue à toutes et à tous dans Children of the Sabbath pour ce premier épisode de l'année 2025, puisque plus que des enfants de la mer ou de la tombe, nous sommes avant tout des enfants. Du Iron Man du roi du riff de Tony Iommi. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's like some really good drum parts. Pretty awesome. Bon, comment tu vas mon Gabriel ? Eh ben ça va, hein, on vous souhaite évidemment une bonne année 2025, hein, c'est un nouveau cycle narratif là qui commence pour ce podcast, puisque donc on a fini les 5 albums de Tony Martin, hein, on a fini les albums studio de Black Sabbath pour une longue période, et on va devoir parler d'autres trucs là avant d'aborder The Devil You Know et 13, qui sont donc les deux derniers albums de la série studio. Exactement, on a refermé une page pour en ouvrir une autre qu'on pourrait presque appeler l'ère Mike Exeter. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus bas. On a plein de choses de chouettes qui arrivent en 2025 et on a hâte de pouvoir vous en parler plus en détail. On va donc là se concentrer sur ce petit... On a une pause en fait d'albums de Black Sabbath assez longue, même très longue, ça dépend jusqu'où on compte, mais nous, on l'a déjà dit, on va réassumer, on compte jusqu'à 2009 donc, et de Devil You Know, l'album de Heaven and Hell, qui est un album de Black Sabbath, hein, c'est après qu'une question juridique, donc pour nous c'est évidemment un album de Black Sabbath, il sera traité comme tel, inclus comme tel. Et au milieu de tout ça, on a pas mal de petits épisodes sur pas mal de moments importants de la vie de Black Sabbath. Ouais, effectivement, c'est une longue période, donc de 14 ans, hein, si on compte The Devil You Know, et on pourrait étendre à 19 ans si on compte 13. Voilà, donc durant lesquels, en fait, Black Sabbath existe toujours, hein. C'est-à-dire que le groupe n'a pas vraiment splitté, on va dire qu'il s'est reformaté, puisqu'il y a donc des retrouvailles avec Ozzy Osbourne à partir de 97, et puis ensuite, il y a le retour de Dio qui se fait sous un autre nom que Black Sabbath. Mais voilà, mais en fait, il se passe des trucs, c'est-à-dire qu'il y a des albums qui sortent. Déjà, Ozzy Osbourne, lui, continue à sortir des albums. Geezer Butler, lui, sort des albums sous un nom de projet qui sont en fait des albums solo, mais qui s'appelle Geezer, tu vois. Et Iommi, en fait, lui, sort aussi des disques. Et c'est en fait de ça qu'on va parler, parce qu'en fait, ces 3 disques, alors, qui sortent dans un ordre un petit peu, on va dire, qu'il va falloir expliquer, parce que voilà, il y a des petites embrouilles sur la date de sortie de ces disques. En fait, ce sont des disques en fait qui font le lien en fait entre Forbidden et Devil You Know, et qui font le lien notamment en termes d'écriture, en termes de son, en termes de production du son. Et en fait, c'est ça qui va nous intéresser, c'est-à-dire qu'on va parler de ces 3 albums de Tony Iommi justement pour pouvoir faire la jonction en fait entre Forbidden et Devil You Know. On a pas mal hésité sur est-ce qu'on traite donc le 96 DEP Session maintenant, ou est-ce que comme il sort un peu plus tard, on le traite plus tard, etc. et on fait directement un live series sur le Reunion. Il s'avère que déjà pour des raisons de planning, c'était plus simple comme ça. On rajoute aussi qu'il y a une vraie actualité, puisque l'album a été remaster et ressorti en vinyle notamment, enfin ressorti tout court et pour la première fois en vinyle. Donc c'était plus intéressant de le faire maintenant. Et puis ça fait, comme tu l'as dit, une vraie jonction. C'est-à-dire que les morceaux, la logique des morceaux, la logique des gens qui vont travailler sur cet album, qui vont se croiser, amène une certaine logique en le traitant maintenant. Donc voilà pourquoi on fait ça. Mais avant tout ça, quelques petites news. Ouais, quelques petites news, parce que ça ne vous a peut-être pas échappé si vous suivez Tony Iommi sur les réseaux sociaux comme nous depuis des années, que là, pour les fêtes, il a pas fait ses vœux. Eh oui, pas de vœux. Il a pas fait de vœux pour 2025. Alors, bon. Il a posté une ancienne photo de lui qui doit avoir 4-5 ans en disant bonne année, joyeux Noël. Oui, ouais, on n'a pas eu droit à de vidéos avec un pull de Noël moche. Rien. Non, alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe des trucs quand même, hein, du côté de Tony Iommi. Et alors, il a pas donné d'infos sur son 4e album studio là, qui nous annonce ou pas. Hein, on sait pas si ça sortira cette année. Ouais, moi je mets un ou pas. Moi je pense qu'ils vont quand même d'abord rééditer Iommi 2000 avant de sortir le 4e, parce que probablement c'est la suite. Mais non, mais par contre, Tony Iommi, alors je sais plus si on en avait parlé dans l'épisode sur Forbidden, mais je crois qu'on n'avait pas davantage d'infos que ça. Mais donc Tony Iommi fait un feat sur le nouvel album de Robbie Williams. Exactement, ainsi que Glenn Hughes.
ainsi que Glenn Hughes, et ça c'est intéressant parce que je crois qu'ils sont sur la même chanson. Oui, La possiblement. même chanson qui s'appelle Rocket, voilà, qui a été donc annoncée par Robbie Williams lui-même lors une interview récente, hein, où Hmm. il dit à l'intervieweur ah oui, j'ai Tony Iommi. Enfin, l'intervieweur lui dit hey, t'as Tony Iommi sur ton nouvel Qu'est-ce album. que ça Ouais. fait d'avoir Ayomi sur son album, ouais. Voilà, et il dit mais j'ai pas seulement Tony Iommi, j'ai aussi Glenn Hughes. Et là t'as l'intervieweur qui fait waouh, tu vois. Enfin donc bon, et apparemment Robbie Williams il dit qu'il en est assez fier, qu'il dit que c'est sa chanson Oui, préférée de son. il est fier, hein. Ça se voit. C'est un fan de métal, je crois, Robbie Williams. Hein. Il Bah, l'a en tout dit. cas, puis c'est un Anglais de cette génération, enfin, tu vois, qui dans les années 70-80 était boulimique de musique, donc de toute façon, Black Sabbath, Led Zeppelin, ça, il a vu passer, qu'il soit fan ou pas, il en a bouffé, Ouais. évidemment. Et sinon, bah, on a notre bon vieil ami Ozzy Osbourne, hein, qui lui va sortir aussi un nouveau titre là dans Et quelques donc semaines. en 2025, on a quand même les membres de Black Sabbath qui sont plutôt en feat sur des albums d'autres mecs. Ça, c'est Ouais. assez improbable parce que c'est. Alors moi j'arrive toujours pas à comprendre si l'album en entier est chanté par Ozzy ou pas. Non. Mais il sort pas sous le nom d'Ozzy, il sort sous Non, le nom surtout- du guitariste de Billy Idol. Oui, alors en fait l'album sur lequel il avait fait un feat là où il y a Crack Cocaine, Crack Cocaine, ouais. voilà, en fait ce disque est déjà sorti. Ce disque c'est The Morrison Project et c'est un disque qui est sorti Ah, il que est sur sorti, d'accord. il est sorti Ouais, et mais dessus il y a des en digital seulement, c'est ça? oui, il est sorti sur je suis allé regarder, il est sorti sur Spotify avec une pochette claquée au sol avec marqué Billy Morrison, Ah ouais. voilà. Et dessus t'as Al Jourgensen de Ministry, t'as des trucs comme ça, t'as Steve Stevens le guitariste de Billy Idol, enfin tu vois. Donc en fait c'est simplement Billy Morrison qui a des thunes à claquer et qui fait venir ses potes Qui fait des albums de Peura pour Spotify, mais avec des mecs de 70 ans du hard rock, quoi. Voilà, Avec voilà. les Et donc pires craquettes de la scène américaine, quoi. c'est ça. Et donc en fait en 2015, Billy Morrison, il avait déjà sorti un disque qui s'appelait God Shaped Hole, voilà, qui d'ailleurs n'est pas sur Spotify. Mais donc je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle ça ressort maintenant, où il y avait une chanson, voilà, qui s'appelle Gods of Rock'n'Roll. La chanson originale où il y a Ozzy Osbourne déjà qui chantait dessus. Je suis allé écouter la version originale tout à l'heure. C'est une chanson ok, ça sonne un peu No More Tears, tu vois, c'est le genre de truc qui va te plaire. Et donc là, il est prévu qu'il ressorte cette chanson, mais avec un orchestre derrière et avec Steve Stevens et Billy Idol en guest en plus dessus. Why Pourquoi not? pas. Bah, en Voilà, tout cas, donc on a, est-ce qu'il y aura un album d'Ozzy Osbourne en plus de ça? Parce bah, que vous l'avez promis, mais- on a toujours pas de nouvelles de son projet de troisième album avec Andrew Watt, mais Ouais, apparemment, c'est ça. voilà, il aurait enregistré des trucs. Hein. Bon, on n'en sait pas davantage. Toujours est-il que là, ces derniers jours, j'ai lu l'info, je crois que c'est aujourd'hui, ou aujourd'hui, jour où on enregistre l'émission, hein, donc c'est-à-dire mi-janvier, Crazy Train et Mama I'm Coming Home ont charté aux États-Unis, tu vois. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est une conséquence de l'intronisation d'Ozzy au Rock'n'Roll Hall of Fame. Donc on a voilà des D'accord, ils ont vieilleries. charté via les écoutes Spotify, quoi. C'est ça, oui, ça a charté dans les classements rock metal, Oui, tu vois. c'est ça. Enfin, mais genre, voilà, dans le top 20, quoi, tu vois. Donc Donc, toute une génération, comme l'a prédit, comme l'a exigé Jack Black, aurait découvert Ozzy Osbourne. Ouais. Puisque du coup, dans son intronisation au Hall of Fame, il y a, avec sa verve habituelle, Jack Black, il engueule tous les jeunes en disant là, ceux qui ne connaissent pas Ozzy Osbourne, bah, c'est le moment. Arrêtez séance tenante tout ce que vous faites et allez découvrir le plus grand chanteur de tous les temps, machin. Et donc voilà pour les news. alors, juste avant qu'on commence, je vais faire un tout petit addenda, parce que je m'en suis rendu compte après coup, mais on n'en a pas parlé, ce qui va nous permettre en fait de reprendre là où s'arrête l'histoire, c'est-à-dire à la fin de la tournée Forbidden. Donc la tournée Forbidden, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée donc, dans le dernier épisode qu'on a fait, c'est qu'il y a un concert complet qui est disponible de cette tournée, un concert qui a été enregistré à Malte. Donc je l'ai dit dans le précédent épisode, mais durant cette tournée, Black Sabbath se met à tourner dans des pays un peu voilà où on l'attendait pas trop, hein, la Corée du Sud, il y avait des projets de date aux Philippines, au Vietnam, etc. Mais il y a eu un concert à Malte, un concert qui a eu lieu, hein, et qui est disponible en intégralité sur YouTube. D'ailleurs, on vous en avait mis des images dans la version vidéo de notre épisode sur Forbidden. Et alors, ce concert à Malte, il est notable parce que c'est, il me semble, je crois, la seule date durant laquelle a été ressorti
avec Tony Martin la chanson Changes, donc extraite de Volume 4, donc qui n'avait pas été jouée sur scène depuis 1972, puisque donc ils avaient tenté un peu de la jouer durant la tournée Volume 4 avec Ozzy. Ça n'a pas duré plus d'une ou deux dates, je crois, je me souviens plus. Mais donc ils l'ont ressorti pour cette date avec Tony Martin, donc c'est une version extrêmement rare et qui existe en vidéo. Et autre chose notable, c'est que durant cette tournée, ils avaient rejoué The Shining, donc extrait d'Eternal Idol, qui n'avait pas été ressorti, il me semble, depuis la tournée de 87, quoi. Donc c'est pareil, ça fait une setlist assez originale. Durant la tournée Cross Purposes, ils avaient ressorti Sabbath Bloody Sabbath, ils avaient ressorti Symptom of the Universe et ils avaient ressorti The Wizard qui est toujours joué sur la tournée Forbidden. Voilà. Et donc ça, en fait, ça annonce ce qui arrive à partir de 96, c'est-à-dire les velléités de refaire Black Sabbath avec Ozzy Osbourne, mais Iommi, lui, à ce moment-là, c'est pas forcément son projet véritable. C'est-à-dire que lui, en fait, il s'attend pas au moment de la fin de la tournée Forbidden. Bien sûr, il y a cette offre sur la table depuis des années faite par Sharon Osbourne qui attend le bon timing pour que ça se fasse. Mais Iommi, lui, c'est pas forcément son projet numéro un. C'est-à-dire lui, ce qu'il veut juste, c'est continuer à faire de la musique. Et alors, on l'a dit, il y a aussi une chose qui interrompt un petit peu la fin de la tournée Forbidden, c'est que Iommi a une opération assez lourde qui fait qu'il est obligé d'annuler plusieurs dates. Alors, je me rappelle plus à quel moment ça arrive, mais est-ce que ça arrive avant ou après la fin de la tournée? On ne sait pas exactement quand a lieu cette opération parce qu'Iommi est pas très précis dans sa bio, mais ce qui paraît le plus logique, c'est que c'est la raison invoquée ou réelle qui annule la tournée australienne et donc qui met fin à la tournée de Black Sabbath en 95. Ouais. Donc toujours est-il que en fait l'année 96 commence. En fait, Iommi n'a pas de plan précis parce que donc il est plus sous contrat avec IRS Records, donc parce que alors ça on peut le dire parce qu'il y a quand même un disque de Black Sabbath qui sort en 1996. Ce disque, c'est la compilation Sabbath Stones, enfin The Sabbath Stones, qui est donc en fait le disque qui est sorti par défaut pour pouvoir finir le contrat avec IRS Records. C'est un disque qui est assez oublié et on va dire oubliable dans la discographie de Black Sabbath parce qu'il n'y a pas des choses forcément fondamentales dessus, mais il y a quand même quelque chose qui pendant longtemps a été la seule façon de s'y intéresser, c'était que dessus il y avait Loser Gets It All, donc le bonus track japonais de Forbidden qui était donc sorti l'année d'avant, et c'était le seul disque sur lequel on pouvait trouver cette chanson en Europe. Tu vois. Et c'est une compilation qui est assez bizarre parce que dessus, donc, tu as des titres de toute la période IRS Records. Donc, tu as des titres d'Headless Cross, de Tyr, de Cross Purposes Forbidden, plus un titre de Dehumanizer. Et tu as 3 titres qui sont extraits de la période Warner Vertigo. Donc, tu as un titre de Born Again, un titre de Seven Star et un titre d'Eternal Idol. Ce qui fait une compilation un peu bordélique, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Mais c'est voilà. Une compilation un peu sans Ozzy, quoi. C'est ça qui la démarque. Ouais, mais il n'y a même pas de titre de Heaven and Hell ou de Mob Rules, tu vois, dessus. Donc c'est une compilation qui a pas vraiment de sens sur certains aspects. Alors, chose qu'on n'a pas précisé aussi, c'est qu'en 95 est sortie une autre compilation qui s'appelle Between Heaven and Hell, qui est sortie chez Castle Sanctuary, qui est constituée de remasters, alors les premiers remasters CD de tous les titres de la période Warner Vertigo, et c'est une compilation qui est produite par Ozzy Osbourne et Geezer Butler. Et donc, en fait, si tu veux, je pense qu'il y avait un peu cette idée aussi, et sur laquelle il y a d'ailleurs des titres de Heaven and Hell et de Mob Rules. Tu vois, et Ozzy a produit un disque sur lequel il y avait des chansons de Black Sabbath avec Dio. Donc, je pense qu'aussi, il y avait peut-être aussi l'idée de ne pas faire concurrence à cette compilation. Oui, ou en tout cas, il se lance des crottes de nez par compilation interposée, mais il y a toujours ces deux forces qui sont en tension l'une contre l'autre, quoi. C'est ça, et donc en fait Sabbath Stones, voilà, c'est un disque où on fera jamais un épisode là-dessus parce qu'il n'y a rien à dire de plus, mais en tout cas c'est l'album qui fait que le contrat avec IRS Records est clos, donc à partir de 96, et qu'en fait Iommi se retrouve sans contrat, mais pour autant il y a toujours pas de contrat qui est signé pour des retrouvailles en studio avec Ozzy ou avec Geezer. Non, donc... on sent que ça c'est dans l'air, ça fait longtemps que c'est dans l'air, mais plus que jamais, mais surtout je l'ai effleuré lors de l'émission précédente, quand on parlait de Forbidden. À ce moment-là, il y a une nécessité impérieuse pour Iommi de rester en Angleterre un temps. Parce qu'il a récupéré Tony Marie, du coup, il en a la garde, que c'est une jeune adolescente, parce qu'elle a 13 ans avec des traumas, qui a du mal à dormir la nuit, qui fait des cauchemars, et donc il a besoin d'être auprès d'elle. Donc il bouge pas. C'est aussi pour ça, il fait pas une tournée solo ou quoi que ce soit. Il a sa relation, son mariage avec Valérie, du coup, qui se passe pas très bien.
pour plusieurs raisons, Tony Marie étant la principale raison là-dedans. En gros, elle a déjà un enfant, on rajoute une ado qui arrive dans le lot, elle veut vivre à Londres, ils sont deux doigts de déménager à Londres, mais Tony Marie ne veut pas, elle s'y sent pas bien dans le collège qu'ils lui ont trouvé, donc elle reste dans les Midlands. Et donc ça met fin, ils font une sorte de relation longue distance qui finalement fonctionne pas. Écoute, moi, évidemment, j'en sais rien, mais ce qui est très drôle, c'est que quand j'entends Ayomi dire elle croit qu'on s'est séparés à cause de sa nouvelle femme qui arrive un peu plus tard, mais en fait, pas du tout, je la rencontre plus tard. Le simple fait qu'il le précise, je pense que c'est parce que c'est un peu le cas et qui ment, mais ça nous arrive plus tard. Ouais, parce qu'effectivement, donc la femme, la prochaine femme d'Ayomi, c'est-à-dire Maria Surnholm, je sais pas comment se prononce son nom, mais qui est non suédois, qui est suédoise et qui devient Maria Ayomi du coup à partir des années 2000. Qui est encore sa femme aujourd'hui. Hein. Oui, qui est encore sa femme, hein, donc c'est son épouse avec laquelle il va finir sa vie, on va le dire. Hein. Mais il la rencontre pas, il me semble, avant bien 97, 98, ou peut-être 99 même. Ouais. Ça arrive, oui, effectivement, donc ça arrive quand même assez vite après. Hein. Ça arrive assez vite après. C'est pour ça qu'il y a un flou. Quand il y a un flou, il y a un loup. Mais bon, peu importe, après c'est ses affaires privées. Mais en tout cas, notamment pour Tony Marie et aussi parce que son mariage est en difficulté, il décide de rester en Angleterre. Et donc cette pause tombe bien. Ouais. Et qui dit pause dit justement pourquoi pas enregistrer un album solo qui sortira sur Major d'ailleurs, donc on peut noter également que le regain d'intérêt pour Ayomi et pour Black Sabbath à ce moment-là intéresse les majors, le contrat pour Reunion etc ça va être sur Major et les albums solo d'Ayomi également. Ouais. Alors donc l'album solo, donc il faut quand même le rappeler, hein, c'est que Tony Ayomi avait déjà projeté d'enregistrer un album solo en 1985, album solo qui donc a fini par devenir un album de Black Sabbath sous la pression donc de la maison de disques, hein, puisqu'il n'était pas question pour Warner et Vertigo de sortir un album de Tony Iommi alors que Tony Iommi avait les droits du nom Black Sabbath, ce qui fait donc qu'on peut dire, et ça va être le cas en fait pour ce nouveau projet d'album solo donc qui commence à travailler dessus à partir de 1996, c'est qu'en fait tous les projets d'album solo pendant longtemps de Tony Iommi, ils ont quand même été fortement contrariés, hein, parce que voilà, le premier, en fait on peut considérer que là, le disque dont on va vous parler, en fait, c'est le deuxième album solo de Tony Iommi, puisque le premier, c'était Seven Star, qui a été enregistré donc avec Glenn Hughes et avec des musiciens américains qui ont fini par intégrer un nouveau line-up de Black Sabbath forcé et contraint par la maison de disques. Mais en fait, voilà, on va dire que c'est contrarié. Il y a quelque chose qu'il faut quand même qu'on précise. Parce que ça c'est Tony Iommi qui le dit lui-même, c'est qu'en fait quand il compose, quand il écrit de la musique, il a toujours Black Sabbath en tête. C'est-à-dire que écrire pour faire un album solo, c'est pas quelque chose de naturel pour lui en fait. C'est-à-dire que ce sont toutes les idées de riffs qu'il a, c'est en priorité des riffs qui sont destinés à Black Sabbath, ou en tout cas un projet avec des membres de Black Sabbath. Donc Iommi qui veut faire un truc en solo, je veux dire, tu vois, le Seven Star ne sonne pas vraiment comme un disque de Black Sabbath parce que pour le coup il s'était forcé à sonner différemment. Mais ça a fini quand même par sortir sous le nom Black Sabbath. Là, l'album de 96, qui n'a pas encore de nom, et on peut même dire qu'il n'a pas vraiment de nom d'ailleurs, c'est un disque qui est constitué de choses qui étaient prévues en fait pour un disque de Black Sabbath, puisqu'il n'avait pas spécialement prévu à la base de faire un album solo, il avait prévu de continuer dans sa lancée, et donc les riffs qu'on va retrouver sur ce disque, ce sont des trucs qui étaient en fait prévus pour le successeur de Forbidden, qui était potentiellement prévu pour être enregistré avec Tony Martin. Puisque Iommi, il en parle dans sa bio. Il dit, moi, quand la tournée Forbidden s'arrête, je me suis pas dit que c'était la dernière fois que j'allais voir Tony Martin avant des années. Je pensais qu'on allait encore continuer. Mais là, on va dire, voilà, il y a des nécessités de la vie qui ont fait que voilà, ça ne s'est pas fait. Bon, moi, j'y crois un peu moins à ça, mais bon, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il savait très bien, et c'est des riffs. De toute façon, c'est des riffs d'Iommi. Les riffs d'Iommi, ils vont à Black Sabbath. C'est sûr que c'est des riffs sabbathiens. Mais pour le coup, je sens quand même une différence notable entre ce qu'il a produit pour Forbidden et ce qu'il y a sur DP Session, qui par contre me rappelle plus qui des Humanizer, qui de Devil You Know qui va arriver. Enfin, tu vois, c'est plus ces sonorités-là que le son de Forbidden, je trouve. Sur les chansons de cet album, il y a quand même des choses qui nous rappellent Forbidden, enfin qui nous rappellent en tout cas que ce disque 96 DP Sessions est le disque qui suit Forbidden. C'est-à-dire que il y a un petit lien. En fait, ce qui fait vraiment la distinction entre les deux albums, c'est Glenn Hughes.
C'est Glenn Hughes, Oui. c'est-à-dire que, alors on l'a pas encore dit, mais on le dit maintenant, c'est Glenn Hughes donc qui chante sur cet album. C'est-à-dire que ce disque de 96 est le successeur à la fois de Forbidden, mais aussi le successeur de Seven Stars. C'est-à-dire c'est la deuxième collaboration entre les deux musiciens. Il y a des petits échos dans la presse, ça c'est Joe Ziegler qui en parle sur son site, qui mentionne un projet de Tony Iommi de faire un disque avec Rob Halford. Alors bon, ça, je pense que moi, j'ai pas vu beaucoup de news là-dessus et Iommi en parle pas du tout et même Rob Halford non plus. Donc, je pense que c'était soit des choses qui ont été mal comprises, soit c'était des déclarations un peu en l'air en mode ah j'aimerais bien Mhm. faire un disque avec Rob Halford et tout. Voilà. Enfin, de toute façon, les deux ont pas ne cachent pas depuis 90 qu'ils sont amis, qu'ils aimeraient bien faire de la musique ensemble un jour peut-être. Donc, je pense que c'était une phrase en l'air parce que moi, j'ai vu ça quand même cité sur plein de sources. Mais toujours est-il qu'en 96, c'est pas Rob Halford qui finit par atterrir en studio avec Tony Iommi, c'est bien Glenn Hughes. Glenn Hughes, qui en fait a pas fait grand chose depuis 86, depuis son renvoi de Black Sabbath. Hein. On vous ramène à l'épisode qu'on avait fait dessus pour aller voir les circonstances de tout ça. Pourquoi parce que Glenn Hughes, il a le nez dans ses addictions comme pas possible jusqu'à la fin des années 80. Et voilà, quand vous regardez la discographie de Glenn Hughes, vous vous rendez compte qu'il fait quand même pas vraiment beaucoup de choses jusqu'à la période de 89-90. Il y a un petit regain à partir de 89 parce qu'on retrouve Glenn Hughes qui fait les chœurs sur l'album de Whitesnake, Slip of the Tongue, qui est donc voilà le groupe de son vieux copain David Coverdale, hein, ils ont été révélés tous les deux par leur collaboration dans Deep Purple sur Burn, Stormbringer et Comme Test Demande. Donc voilà, il y a ce petit retour en grâce en 89. Et ensuite, Glenn Hughes, en fait, il se sort de ses addictions, donc et il en parle ouvertement. Il dit qu'il a plus touché à la drogue depuis cette période, hein, depuis 89-90. Je sais pas comment ça s'est fait. Moi, je me suis pas trop penché sur la bio de Glenn Hughes. Je sais il a écrit sa bio Glenn Hughes, donc un jour c'est un bouquin qu'il faudra Oui. qu'on check pour vérifier certaines infos. Mais toujours est-il que voilà, il relance sa carrière à partir de 89-90. Et alors, il y a une collaboration qui est notable, c'est notamment son apparition sur plusieurs titres de l'album du guitariste de Europe, John Norum, voilà, qui s'appelle Face the Hit. Face the Hit. Face the Hit, voilà, Qui est chante. un super guitariste, John Norum, c'est quelque chose. J'adore ce mec. En tout cas, je suis pas aussi fan de Europe que toi, mais je veux bien te croire. Bref, enfin voilà, ça le relance un peu, et surtout, alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il relance deux choses en parallèle. Il relance déjà son vieux groupe Trapèze, Mhm. voilà, parce que c'est quand même ça qu'il avait lancé dans le circuit bien avant Deep Purple. Trapèze dont le batteur est un certain Dave Holland, voilà, qui a reformé Trapèze avec Glenn Hughes pour relancer tous les deux leur carrière, parce que donc on va y revenir, mais Dave Holland à ce moment-là n'est plus dans Judas Priest. Mhm. Et voilà, donc il y a quelques tournées qui se font, ils tournent un peu dans le monde, en Europe, aux États-Unis, etc. Mais il n'y a pas de projet d'album sérieux qui voit le jour. Il y a quelques enregistrements live qui se font, qui sortiront plus tard. Enfin bref, ça sent surtout le truc pour se faire plaisir et un peu, voilà, un peu faire des dates. Par contre, ce qui est pour le coup là qui est beaucoup plus sérieux, c'est la relance de sa carrière solo, puisque donc Glenn Hughes n'a pas sorti d'album solo depuis son premier album solo, hein, d'ailleurs, qui est sorti à la fin des années 70. Et donc il y a plusieurs disques qui sont en préparation. Et alors le premier disque en question, c'est un disque qui sort en 93 qui s'appelle Blues, tout simplement, avec une pochette tout à fait savoureuse faite sous Photoshop avec Glenn Hughes sur une moto. Bref, c'est de toute beauté. Et c'est un disque qui sort dans une collection qui s'appelle LA Blues Authority. C'est une collection en fait qui était composée essentiellement d'albums de reprises de blues par des artistes de rock. Hein. Et donc en fait quand le disque sort, en fait Blues est le deuxième album de cette série. Et alors quand vous regardez les autres albums de la série, en fait c'est juste des compiles de reprises. Donc c'est pas forcément très notable. Mais par contre ce disque, C'est voilà, ça, la différence, c'est que celui de Glenn Hughes, il y a des compositions originales, par contre. c'est ça. C'est ça. Alors c'est un disque que moi j'ai. Il est là dans ma discothèque à côté, je le sors pas, il est caché derrière, mais c'est un disque qui est très rare à trouver. J'ai fini par le trouver en CD sur une brocante. C'est un disque qui a pas été réédité, qui est assez dit. Et c'est un disque qui est pas très intéressant, on va se dire les choses telles qu'elles sont, mais voilà, c'est un disque sympatoche, c'est du blues FM, blues rock FM. Et en fait, ça remet Glenn Hughes en studio.
Et dans les années à venir, en fait, il sort plusieurs albums dans des styles assez variés, hein, qui vont tantôt de la pop au hard rock plus, voilà, plus classique qu'on connaît. Il y a 3 albums qui sortent avant 96. Il y a From No One en 94, il y a Feel en 1995 et il y a Addiction en 1996. Et ce dernier, il est notable parce que c'est un disque dans lequel il fait ouvertement du heavy metal. Et donc, Ouais, en c'est fait, on va dire, le voilà, plus dur de la carrière solo de Glenn Hughes. c'est ça. Alors, il a fait des trucs assez plus hard après, hein, notamment récemment là, avec Black Country Communion, où il a Oui. ressorti même. Voilà, il a ressorti plutôt des trucs carrière assez. solo, quoi. C'est ça. Mais là, dans sa carrière complète, Addiction, c'est son disque où il fait le plus ouvertement du heavy metal. Donc en fait, en 96, Glenn Hughes, il est partant pour refaire du gros son, et en fait, il se trouve qu'il est en déplacement en Angleterre à ce moment-là, et t'as quelqu'un qui appelle Tony Iommi en lui disant hey, il y a Glenn Hughes qui est dans le coin, ça vous dit de vous retrouver, sachant que les deux ne s'étaient pas revus depuis, il me semble, depuis 10 ans en fait. Hein. Oui, en tout cas, enfin pas pour faire de la musique, ça c'est sûr. Et je crois pas. Ouais, Et donc tu dis, ils vont refaire de la musique ensemble. Et donc on va parler des DEP Sessions, du nom du DEP International de Birmingham, qui est un studio. Un studio qui appartient à UB40. Et qui va être le théâtre donc, de la rencontre avec Mike Exeter. Et ce que je te propose, c'est qu'à ce moment-là, on parle de Mike Exeter, qui va être une figure centrale de quasiment tous nos épisodes à partir de désormais. Oui. Et son parcours illustre pas mal de choses, et notamment ce qu'est le DEP International de Birmingham. Donc je trouve ça drôle de le présenter par ce biais-là. Donc Mike Exeter, il est plus jeune qu'Iommi. Alors j'ai pas trouvé sa date de naissance exacte, mais il doit être né, je pense, si c'est fin des années 60 ou début des années 70. Et donc il est passionné par plutôt la musique progressive. Il a commencé en faisant du clavier, et en parallèle de ça, il a fait des études en robotique. Donc il est à la fois musicien, clavieriste, hein, et bidouilleur, très geek dans le profil. Ingénieur, il a un profil d'ingénieur, tu vois. Et il a complètement un profil d'ingénieur, pas du son, d'ingénieur tout court. Et donc il part travailler, il chope un visa de travail pendant 1 an aux États-Unis, et il part en 91 travailler dans un studio en Floride, puis un autre à New York, où il apprend les rudiments du métier, notamment utiliser une table de mixage. Il assiste pas mal de gens. Et quand il revient en Angleterre à la fin de son visa, lui qui est plutôt londonien à la base, cherche à ne pas vivre à Londres et à plutôt aller du côté de Birmingham, principalement pour des raisons de loyer. Et il envoie des CV un petit peu partout, et c'est le DEP Studios qui lui répond et qui propose de l'engager en freelance pour une raison toute simple, hein, c'est que UB40, donc qui possède le studio, vient de sortir l'album Promises and Lie, qui se vend à 9 millions d'exemplaires. Donc à ce moment-là, ils partent en tournée pendant 2 ans, embarquent leurs ingé-sons avec eux, et il n'y a techniquement plus personne pour faire tourner le studio. Donc il est engagé dans ce studio sans énorme promesse de résultats, juste d'être là, de tenir les murs, faire pas mal de rangements, c'est-à-dire qu'il est là pour mettre en ordre. Ils l'ont engagé pour être le concierge en fait. Il y a un peu de ça, mais un concierge qui techniquement va... c'est le moment du passage en fait un peu de l'analogique au numérique. Ouais. À la fin des années 90, et donc c'est aussi le moderniser. Et si quelqu'un a besoin d'enregistrement, etc., il est là, d'autant plus que dans la région de Birmingham, à ce moment-là, c'est le studio le plus réputé, avec les meilleurs outils. C'est quelque chose que tu n'as pas dit aussi, c'est que ce studio qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il a fermé dans les années 2010, parce que le groupe UB40 a eu des dettes qui ont été assez lourdes, ils ont été obligés de vendre le studio, et il y a même eu un procès, hein, d'ailleurs, ça a été assez lourd pour le groupe. Ce qui est assez intéressant, c'est que le studio, il est situé à Digbeth, qui est donc une commune de l'agglomération de Birmingham, et qui est notamment connu pour être un quartier assez prolétaire, enfin dans ce que j'ai compris en fait, apparemment. Quartier irlandais. C'est ça, c'était le quartier irlandais de Birmingham, enfin en tout cas de l'agglomération de Birmingham. Donc on va dire il y a un lien aussi avec les racines ouvrières de Black Sabbath, tu vois. Enfin, on retrouve ça, ouais. Et donc chose assez hilarante concernant Mike Exeter, c'est qu'il enregistre, à ce moment-là, il enregistre 2-3 trucs à droite à gauche. C'est pas son premier enregistrement. Mais à un moment, alors qu'il est en train de faire du rangement, il reçoit un coup de téléphone de la part de Music for Nation qui veut enregistrer un album. Ils viennent de signer un groupe qui a déjà sorti quelques albums, mais le premier avec Music for Nation, ce groupe s'appelle Cradle of Filth. Donc il lui dit: est-ce que ça t'intéresse de produire l'album? Donc lui dit: envoyez-moi les démos, je vais écouter, je vais vous dire. Et donc il passe la démo pendant qu'il est en train de ranger les câbles dans le studio, et il déteste.
il déteste, donc il rappelle Music Foundation et il refuse. Le mec a quasiment pas de taf, juste il gère un studio et il dit les mecs c'est mort, ça m'intéresse pas. Sauf que le Music Foundation veut absolument que Cradle of Filth s'enregistre dans ce studio-là. Et ça va changer la vie de Mike Exeter. Ils font venir Kit Walven, qui est un producteur de musique notamment connu pour les albums de Thin Lizzy qu'il a produits. Et ils le font venir au DEP Session pour enregistrer Dusk and Embrace de Cradle of Filth. Qui est un album qui en plus va permettre à Cradle of Filth de décoller. Tu vois, oui, mais qui va être une pierre angulaire du black metal anglais. Voilà. Mais attendez, c'est pas fini parce que finalement Mike Exeter va produire énormément d'albums pour Cradle of Filth, c'est ça qui est. Voilà. Et donc Kid Walven vient bosser et Mike Exeter est là, rangé des câbles dans le coin et s'en occupe pas, s'occupe de rien. On n'a vraiment rien à faire. Sauf que le clavériste de Cradle of Filth ne se pointe pas en studio. Et donc Kid Walven dit à Exeter, mais toi t'es clavériste, ouais, et tout, si on te file les partitions, est-ce que tu peux les jouer? Donc je dis bah oui. Du coup il enregistre tous les claviers de l'album. Il est d'ailleurs crédité en tant que Mike The Exorcist Exeter sur l'album. Il est donc clavériste studio pour Cradle of Filth. Et il s'entend bien avec Kid Walven et il reste pour le mixage de l'album. Il bosse avec lui, il apprend des trucs, etc. Et Kid Walven, en plus d'avoir bossé pour Thin Lizzy, a bossé également pour Cathedral, notamment en 1995 pour The Cathedral Bizarre. Et il était là en studio, c'est lui qui a enregistré le solo de Ayomi sur le titre Utopian Blaster. Voilà. Et il lui dit, je suis en contact avec Ayomi, il est en train de faire de la musique avec Dave Holland et avec Glenn Hughes dans sa baraque. Viens, on va les voir tous les deux et on le motive pour qu'ils viennent enregistrer chez nous. Donc ils prennent la bagnole, ils vont les voir répéter et il lui dit voilà, on a le studio, les mecs sont partis, donc il y a UB40 est pas là, on vous fait un prix, machin, on se débrouille et c'est nous qui vous l'enregistrons. Voilà comment Mike Exeter rencontre Ayomi et voilà comment Kit Walven et Mike Exeter se retrouvent à bosser sur le DEP Session d'Ayomi. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas encore précisé, c'est que sur le livret de l'album, y compris sur le livret de la réédition, il est marqué également Originally recorded at Cabin Studios, Coventry. Ouais, il y a un deuxième studio qui est dessus. Alors, et apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était le studio originellement prévu. Ou alors, est-ce que c'est le studio où ils ont jamais l'album, enfin où ils ont écrit l'album? Est-ce que c'est le studio où ils ont enregistré une partie des choses? Tu vois, c'est pas clair. Ça, je sais. En fait, tout est possible. Est-ce qu'il y a eu des overdubs? Est-ce que, par exemple, pour une raison X ou Y, Jeff Nichols aurait fait ses claviers là-bas? Ça, je sais pas. Oui. Ce qui est sûr, c'est que l'évidence, ça serait de dire c'est le studio dans lequel il y a eu les réenregistrements de 2004, mais c'est pas le cas. Non, on sait que c'est pas le cas. Justement, parce que les réenregistrements de 2004, donc on vous dira après pourquoi. Apparemment, ils ont été faits au Town Hall de Birmingham. C'est ça. Donc voilà, il y a autre chose qui a été fait là-bas. Est-ce que c'est le premier studio envisagé dans lequel ça a été maquetté? C'est possible. Est-ce qu'il y a eu des overdubs ou un solo par-ci par-là? C'est un truc où le studio est plus dispo alors qu'il reste un truc à faire. Enfin, mais ça on sait pas trop. Mais en tout cas, l'immense majorité de l'album, et c'est pour ça que ça s'appelle les DEP Sessions, a été enregistré au DEP. Alors, les sessions, elles vont de juillet à décembre 1996. Donc ça veut dire que ça leur prend quand même la moitié de l'année, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est de façon épisodique. Ouais. Juste pour finir sur Mike Exeter, j'ai quelques petits trucs rigolos à dire. Déjà donc, suite à cette rencontre-là, marque quand même le début de quasiment 30 ans de collaboration, parce qu'à partir de ce moment-là, il devient l'homme à tout faire d'Ayomi. Depuis les DEP et sur tout ce qui va sortir avec Ayomi dessus, c'est-à-dire Devil You Know, Devil and Hell, tout ce qui est Black Sabbath, tous les albums solo, Sortine et compagnie, Who Cares en 2010. Et son probablement prochain album solo qui est en préparation. Les morceaux, il devient le clavériste sur les morceaux solo qui sortent pour les pubs de parfum en ce moment et tout. Il bossera également en tant qu'ingé son sur Redeemer of Souls et Firepower de Judas Priest. Et aussi Invisible Shield, il a bossé dessus aussi. Il a bossé sur Invisible Shield également. Il est producteur complet du dernier album d'Orange Goblin. Il bossera beaucoup avec Cradle of Filth derrière parce que du coup il va devenir très pote avec eux et va produire les autres albums du groupe pendant une petite décennie, donc ça c'est assez drôle. Et Kid Walven d'ailleurs de son côté devait travailler sur Thorns de Tony Martin. Il est juste décédé au moment des pré-productions, mais c'est lui
l'ingé son, enfin le producteur qui était prévu pour l'album solo, pour te dire les liens quoi. Ouais, et donc en fait c'est Mike Exeter qui a co-remixé Forbidden avec Tony Iommi. Oui, tout ce qui est co-remix, tout ce qui est box, Voilà. travail sur les box, etc. Exeter, en fait, pour moi, je pense que tu seras assez d'accord aussi, il est responsable du nouveau son d'Iommi à partir de ce moment-là. Des C'est ça. réunions, la nouvelle sonorité Sabbath, c'est Exeter qui est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, on en a parlé dans un autre épisode, c'est-à-dire qu'on vous l'a dit, hein, à partir de la fin des années 90, début 2000, en fait, le son d'Iommi, en fait, devient très massif, se rapproche, en fait, un peu, tu vois, du doom metal contemporain. Je veux dire, quand t'écoutes, par exemple, Oui, bien sûr. les albums récents de Candlemas ou même d'autres groupes, et tu vois, il y a un son extrêmement massif, hein, qui s'éloigne quand même beaucoup du son un peu claqué au sol qu'on pouvait avoir dans les années 80 avec Puis il joue plus mid-tempo aussi, tous les morceaux sont ralentis, enfin tu vois, et ça c'est Exeter. c'est ça, voilà, ça c'est Mike Exeter en fait. C'est Mike Exeter et on peut le dire hein, parce que c'est quasiment un peu son majordome dans un sens. Enfin, je veux dire, il travaille. Pour ce qui est de la musique, oui. Pour ce qui est de la musique, il devient Jeff Nichols en fait, même plus que ça. Mais il prend la place de Jeff Nichols même en tant que clavier d'ailleurs. Alors Jeff Nichols qui bosse encore sur, oui, bien sûr. les DOP Sessions. Jeff Nichols d'ailleurs on l'avait dit, hein, mais en fait il va continuer à bosser pour Black Sabbath jusque vers 2003-2004. Mais c'est effectivement le moment où Jeff Nichols commence à sortir un peu de l'orbite de Tony Iommi. Et où il y a cette figure de Mike Exeter qui arrive. Et quand je dis qu'Exeter fait tout pour Black Sabbath, il est même l'ingé son de la version audio de l'audiobook de Iron Man, la bio d'Iommi. Et alors là, accroche-toi, j'ai appris un truc. Est-ce que tu sais qui la lit, qui fait l'audiobook? Donc c'est Mike Exeter qui est derrière la... Voilà. Vas-y. C'est Bev Bevan. Exactement, c'est Bev Bevan qui l'a fait. Et donc, il y a une rencontre Bev Bevan de Mike Exeter. Et donc là, j'ai une histoire qui est assez drôle que Exeter raconte en interview. C'est que Bev Bevan était incapable de citer l'album Dehumanizer. Parce que il disait toujours Doomanizer. Et donc, Dehumanizer, c'était au-dessus de ses forces. Donc, il l'a refait des dizaines de fois. À tel point que quand ils ont fini de faire l'audiobook, Bev Bevan a offert à Mike Exeter en remerciement l'album Out of the Blue d'Electric Light Orchestra. Parce que Exeter est un gros fan de prog, gros fan de Pink Floyd, genre de truc, donc il lui a dit j'adore ce que tu fais et tout, donc il a offert le press original en vinyle et il l'a dédicacé to Mike Dehumanizer Love Bev. Donc je trouvais ça super mignon. Je sais que ça va me donner envie d'écouter cet audiobook. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est ce que je me suis dit aussi. Il faut que j'écoute. Et quand il dira Dehumanizer, on sera à la mort de rire parce que il le sort sûrement très bien dans l'audiobook. Mais on se dira, il l'a repris 15 fois, 20 fois d'affilée. Doomanizer, ça pourrait être un nom de groupe en plus. On va faire. Si un jour je monte un projet, il s'appelle Doomanizer direct. Mais pourtant, Mike Exeter, c'est pas la seule personne qui va bosser sur 96 DEP Session. Parce qu'il y a des musiciens quand même avec Glenn Hughes. Ouais, bien sûr. Et voilà, alors on l'a dit, il y a Jeff Nichols qui continue d'être dans l'orbite de Tony Iommi pour encore quelques années, même si voilà, son rôle commence à se réduire. Neil Murray va faire des overdubs de basse pour Glenn Hughes, parce que donc Glenn Hughes chante, écrit les paroles et joue de la basse. Voilà, donc c'est ce qu'il ne faisait pas sur Seven Star. Sur Seven Star, il fait que chanter. Voilà, et donc il y a Neil Murray qui est toujours dans le coin. Il y a Don Airey qui est appelé pour jouer certaines parties clavier. Alors du coup ça s'entend, je vais revenir sur quelle chanson, mais ça s'entend dessus, hein. Il y a des parties où tu sens clairement sa patte. Don Airey qui à l'époque n'est pas dans Deep Purple, hein. Il n'est pas dans Deep Purple avant 2002-2003. Donc à l'époque c'est un musicien qui est encore extérieur à tout ça, mais il a quand même un son qui rappelle beaucoup Rainbow, qui rappelle voilà des choses plus Blackmoriennes. Et alors la batterie donc a été confiée à Dave Holland. Dave Holland qui était donc le batteur de trapèze, donc c'est-à-dire Glenn Hughes revenu en Angleterre. En fait, il rappelle son pote, quoi. Il reforme. En fait, ce disque, la première version de ce disque est donc un disque de trapèze avec Tony Iommi, en fait, en termes de line. C'est Triomi. Voilà. Iopez. Iopez. C'est ça, c'est du Iopez. Voilà. Pourtant, le son, ça reste quand même du son Iommi. C'est-à-dire, quand tu écoutes la première version de l'album, et donc ça va me permettre d'expliquer pourquoi en fait il existe deux versions de l'album, tout comme aujourd'hui il existe deux versions de Forbidden. C'est tout simplement parce que en fait ce disque, donc qui est enregistré en 1996, ne va pas sortir tout de suite. Il va pas sortir pour une raison simple sur laquelle on va peut-être revenir en détail, c'est que en fait à partir de décembre 96, en fait il y a des contrats
contrat quand même beaucoup plus sérieux qui arrive sur le bureau d'Iommi pour reformer Black Sabbath avec Ozzy et Geezer. Pas Bill Ward, mais en tout cas il y a Ozzy et Geezer dans l'équation. Pas pour faire un album, mais en tout cas pour faire des concerts. Ce qui fait que le disque enregistré en 96 au Deep Sessions ne va pas sortir. En fait, il est mis de côté. Les bandes sont mises de côté. Parce qu'une nouvelle priorité est donnée à cette partie-là de la carrière d'Iommi, parce qu'elle est lucrative et parce qu'ils veulent pas se rater. Pour la faire très courte, parce qu'on y reviendra dans l'épisode suivant, suite au refus du Lollapalooza d'accueillir Ozzy Osbourne en tête d'affiche pour sa reformation, pour le retour d'Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne décide de faire une vendetta personnelle contre le festival et crée les Ozzfest. Les Ozzfest qui deviennent des machines à cash financières. Ça marche très bien parce qu'elle est très forte pour... Alors les Ozzfest, ça évidemment demanderait de détailler le truc parce qu'il y a des histoires complètement folles. C'est un festival itinérant déjà et gratuit au départ. Il ne devient payant pas pour des raisons financières, mais il devient payant parce que c'était de tel bacchanal qu'il y a eu des morts, et notamment des morts pour overdose de Red Bull. C'est-à-dire que les gamins qui sont morts sont morts d'arrêt cardiaque suite à des surconsommations de boissons énergisantes. Et c'était tellement le bazar... ça a été toute cette période qui a fini en fait avec Woodstock 99 en fait, ce qui a mis un coup de poignard total dans cette dinguerie des énormes festivals américains dérégulés. C'est Woodstock et toutes les catastrophes, agressions et violences qui s'y sont passées. Donc les Ozzfest à ce moment-là écrasent tout. Même le Lollapalooza se met en pause à un moment parce qu'ils trouvent plus de tête d'affiche, parce que tous les groupes de métal finissent au Ozzfest. Elle réussit littéralement son coup, elle assèche tout le monde quoi. Et Ozzy Osbourne évidemment est le parrain de tout ça, devient le parrain d'une nouvelle scène qui est la scène nu metal, néo metal comme on l'a pu s'appeler en France, en Europe. Tous les groupes de néo metal ou de grunge ou de gros sons Korn, Slipknot, Limp Bizkit, ouais, puis tu peux aller jusqu'à Fear Factory, jusqu'à tu vois dans différents styles, même des groupes de grunge, Snot, tout ça, tous ces groupes sont connus et se font connaître grâce aux Ozzfest, des Ozzfest qui vont aller jusqu'au Japon. Enfin, ça va être une dinguerie. Il y en a eu en Europe évidemment. Et Ozzy Osbourne, le parrain de tout ça et qui fait le grand final de ces concerts, a l'idée de demander, comme en 92, d'avoir les 3 musiciens originels de Black Sabbath autour de lui pour les rappels sur l'ensemble des dates. Donc il est négocié des cachets assez juteux pour que les mecs viennent faire les rappels, littéralement. Enfin, des gros rappels, mais... On l'a dit dans le précédent épisode, on est revenu sur la brouille assez sévère entre Iommi et Geezer, qui fait que donc Geezer n'est pas sur Forbidden et part ensuite jouer dans le groupe solo d'Ozzy Osbourne pour Osmosis, et qui en parallèle il fait son disque Plastic Planet. Donc voilà, c'est parce que on va dire le climat entre lui et Iommi était très orageux. En 96-97, l'offre du Ozzfest de Sharon Osbourne, elle est tellement juteuse que leurs embrouilles, ils les mettent de côté. Oui, tout le monde est ami d'un coup. Ils ne peuvent pas refuser cette offre. Elle est irrefusable. C'est ça. Voilà. Et elle est tellement... Voilà. On ne sait pas à quel point il a été demandé qu'il mette de côté son album solo ou pas. Est-ce que c'est dans le contrat ou pas, mais en tout cas il est décidé à ce moment-là que les deux EP Sessions, qui sont donc à ce moment-là des démos, c'est très propre ce qui est sorti, mais qui ne sont annoncés vraiment nulle part, ou alors de bref dans des magazines spécialisés, c'est remisé sur une étagère à ce moment-là. C'est ça. C'est ça, et alors en plus, c'est remisé sur une étagère parce que, il y a la possibilité qu'un nouvel album de Black Sabbath soit enregistré dans la foulée, parce que il leur propose des contrats faramineux pour des dates live, mais il y a encore l'idée de faire peut-être un grand disque des retrouvailles. Donc tu vois, je pense que sortir un album solo de Tony Iommi avec Glenn Hughes, la maison de disques va dire ouais, oui, de toute façon, c'est assécher l'actualité des musiciens de Black Sabbath pour créer l'événement autour de ce qui sortira, ce qui sera donc finalement plutôt Réunion. Mais du coup, on ne faut pas interférer avec des albums solo ou quoi que ce soit. Donc tout est stoppé du côté des musiciens, à commencer donc du côté d'Iommi. Alors, tout est stoppé, donc, mais cependant, il y a quelque chose qu'il faut évoquer, c'est que donc le disque a été enregistré en 96, et dans les années qui suivent, alors 97, 98, on commence à voir apparaître une version bootleg
de cet album, une version donc non finalisée, c'est-à-dire une version où il y a voilà les pistes brutes avec des paroles qui sont pas les paroles définitives, avec la batterie de Dave Holland, et on va revenir sur Hmm. sur Ce Dave qui a Holland été juste après. mixé à ce moment-là, fuite. Ouais, voilà, ce qui a été mixé à ce moment-là, fuite. Alors Ayomi en parle dans sa bio, il dit ni lui ni Glenn Hughes n'ont réussi à savoir qui était à l'origine de la fuite. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a traîné dans le studio à ce moment-là, qui a eu accès aux cassettes, enfin en tout cas aux pistes, et qui a sorti le disque en fait en bootleg à partir de la fin des années 90. Alors, ce qui fait que ce disque, à la fin des années 90, en fait, plein de gens Hmm. l'avait déjà écouté, et dans une version alors, qui est pas très bien mixée, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'était des démos, quoi. En plus, avec les transferts, tu vois, les transferts audio, il y a eu plein de pertes, ce qui fait que Oui, je la pense que le version, mixage ça va, surtout qu'il n'y a pas de mastering, quoi. il n'y a pas de Ça a été mastering. sorti en bootleg sans mastering. C'est ça, et il est sorti en bootleg sous un nom qui est quand même assez particulier, parce qu'il est sorti sous le nom 8 Star. Donc C'est ça. voilà, ce qui veut donc bien dire ce que c'est-à-dire c'est la suite de 7 Star. Il y a une pochette qui existe, une pochette qui évidemment n'a pas du tout été validée par qui que ce soit, c'est en fait une parodie de la pochette de 7 Star, C'est un dans clin laquelle... d'œil à la pochette de Star avec le même contour vert autour. Voilà, avec le logo alors c'est pas marqué Black Sabbath featuring Tony Iommi, mais c'est marqué Tony Iommi featuring Glenn Hughes, Hmm. voilà, et c'est marqué 8 Star. Alors la photo qui est sur cette pochette est intéressante parce que c'est une photo qui a été faite donc d'Iommi à cette époque-là, qui a vraisemblablement été faite pour la promo des concerts avec Black Sabbath ou je sais pas, et c'est une photo sur laquelle Iommi arbore son nouveau look. Donc, qui est celui qu'il a à partir de la moitié des années 90. Donc, oui, il a enlevé sa grosse moustache, il s'est fait pousser une petite barbiche, et C'est il a Barbiche une et coupe de cheveux de Tati Josette d'Ivry-sur-Seine. voilà, il a une moustache qui est plus fine. Et alors, une grande nouveauté, c'est le moment où Tony Iommi commence à porter ses lunettes. Donc, il n'avait pas Exactement. avant. Et C'était lunettes qu'il a toujours depuis. Et alors, autre élément rigolo sur cette photo, il pose à côté d'une croix, qui est la croix de Headless Cross. Donc, Alors, je pense que c'est un montage quand même, hein, oui, c'est à un mon avis. montage, mais la Mais croix, oui, c'est en une... effet, il y a la croix Voilà. d'Escrosse. Il y a cette petite référence, donc moi je trouve cette photo assez sympa, et moi je suis déçu en fait que dans la version finale de l'album, donc on ait juste le logo Ayomi dessus. Moi j'aurais aimé voilà avoir Oui, mais tu peux pas reprendre une pochette bootleg d'un disque qu'on t'a volé voilà. pour ta version définitive, quoi. Bon, alors du coup, ce qui fait que donc en fait cette version qu'on a, 8 Star, elle n'est évidemment pas disponible dans le commerce. Enfin, vous pouvez la trouver éventuellement chez des brocanteurs, Oui, bah, mais c'est un il y a eu bootleg, quoi. Ça se trouve, c'est un bootleg. c'est un bootleg qui maintenant est devenu assez rare parce qu'il a été sorti qu'en CD par Moi, je l'ai des... jamais vu passer, hein. C'est Moi, un je l'ai truc. vu une fois. Je l'ai vu une fois et j'ai pas pu le prendre, mais il est très rare. Je crois que la première version CD est sortie à 500 exemplaires seulement. Et il y en a eu un repress par un autre label, voilà. Mais donc c'est complètement pas légal. Et surtout, bah, ce disque, c'est la version originale de l'album, tout simplement parce que dessus il y a Dave Holland. Et Dave Holland, quelques années plus tard, eh ben on va dire que il était plus trop en odeur de sainteté, ce qui fait que C'est ça. la version finale que vous pouvez écouter aujourd'hui sous le nom 96 DEP Sessions, eh ben il y a pas Dave Holland dessus. Il y a un autre batteur qui s'appelle Jimmy Copley, sur lequel on va revenir, parce que voilà, en fait cet album, donc pendant les années qui suivent, donc Iommi se désintéresse du projet, Glenn Hughes lui continue sa carrière. Glenn Hughes finit par sortir en 2000 un nouvel album solo qui s'appelle Return of Crystal Karma, donc qui fait R-O-C-K, rock, avec une pochette où tu vois Glenn Hughes qui trimballe un cylindre. Bon, ça n'a aucun sens. Toujours est-il que la première chanson de Return of Crystal Karma, bah, c'est I'm Gone, qui est en fait une des chansons qui était prévue sur l'album de 96. Donc il a repris une des chansons donc, qui n'est pas sortie de l'album, et il l'a sortie lui sur son album solo. Tony Iommi est crédité dessus, mais c'est pas Tony Iommi qui joue la guitare. Donc il a réenregistré la chanson pour lui, pour son album solo. Donc est-ce que Glenn Hughes a réenregistré cette chanson parce que entre temps il y avait le bootleg qui était sorti, que du coup il voulait quand même toucher des droits sur ce qu'il avait fait, parce que voilà, ils le disent tous les Qu'il deux. aimait Hein. bien la chanson, et puis qu'il avait, Oui, on se dit ça sortira jamais, je vais, ou dans longtemps, j'ai envie de sortir cette chanson, quoi. ouais. Oui, parce qu'en fait, à la fin des années 90, en fait, comme il y a un bootleg qui est sorti, en fait, ça finit par devenir un album fantôme. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme, Mhm. ça, on en parlera sûrement un jour, mais dans les années 90 ou 2000, je sais plus, Ozzy Osbourne a enregistré tout un album avec Steve Vai. Et cet album, à Oui. l'heure actuelle, il n'est toujours pas sorti.
Donc tu vois, il y a des disques comme ça qui ne sortent jamais, mais qui sont quelque part, quoi, tu vois. Bon. Oui, bien sûr. Voilà, donc le disque, le deuxième disque Ayomi et Hughes, bah voilà, il avait fini par sortir en bootleg, mais voilà, c'était un disque presque introuvable. Et donc en fait, il y a quand même l'idée de la part de Tony Iommi et de Glenn Hughes de ah ouais, un jour, il faudrait quand même qu'on le finisse ce truc parce que ça nous fait chier de pas toucher de thunes. Voilà, cette histoire des bootlegs, ça les a quand même un peu fait chier. Iommi, il en parle assez sévèrement. Il dit qu'il est pas Mhm. très content que ça ait fuité, quoi. Non, bah évidemment. Et, Voilà. et c'est Mike Clement, donc, qui est l'assistant personnel d'Ayomi, qui, en faisant un peu le tri dans les archives, retrouve début 2000 les démos originelles et dit à Ayomi, bah faut faire quelque chose, faut le sortir, Ouais. cet album. Et là, souci, c'est que le fameux Devoland est empêtré dans une histoire judiciaire assez sordide qui va rendre assez difficile la publication de cet album. C'est ça. Alors, Devoland, on peut revenir brièvement sur son parcours récent, parce que, bon, on va pas faire un podcast sur Judas Priest, parce qu'on pourrait parler de Devoland pendant plusieurs épisodes si on faisait un podcast sur Judas Priest, mais donc, c'était le batteur historique de Trapèze. Il me semble que c'est le seul batteur de Trapèze d'ailleurs. C'est le seul membre permanent quasiment avec Mel Galley, le guitariste. Glenn Hughes, lui, ayant été absent pendant quelques albums de Trapèze à cause de Deep Purple. Mais donc, une fois que Trapèze ça tombe à l'eau à la fin des années 70, Dave Holland il trouve un point de chute quand même plutôt confortable. Correct. Voilà, on va dire à peu près correct, puisqu'il devient le batteur de Judas Priest à partir de British Steel, et puis il enregistre des albums qui n'ont pas trop marché, hein, comme Screaming for Vengeance, Defenders of the Face, Turbo. En gros, Voilà. il fait à part Run It Down, il fait tous les albums des années 80 de Judas, Ouais. donc de British Steel à Turbo. C'est ça. Et il finira remercié parce que c'est un batteur avec un groove blues, mais dès qu'il s'agit d'être sur du heavy metal et notamment de jouer vite, il est un peu en difficulté. Il a certaines limites. Donc sur Ram It Down, il est plus là. Il est remplacé par une boîte à rythme. Il fait quand même la tournée de Ram It Down. Hein. Oui, il fait la tournée, c'est ça. Et il est remplacé au moment de Painkiller. Et voilà, vous connaissez, je pense, tous Painkiller. Si c'est pas le cas, arrêtez immédiatement ce podcast et allez écouter l'un des plus grands disques de l'histoire du heavy metal. Et vous verrez que dès l'intro de la chanson homonyme, Painkiller, ça commence par un tapis de double pédale et c'est cette déclaration d'intention, c'est coucou, on a un nouveau batteur, il défonce. Ouais, c'est ça. Donc Scott Travis. Et en fait, quand vous écoutez Ram It Down, d'ailleurs, ça fait pitié parce que en fait, tu sens que voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est un batteur qui est capable de faire de la double pédale, sauf qu'ils l'ont pas. Donc, t'as Dave Holland qui est crédité dessus, puis t'entends les morceaux qui sont corrects. Hein, genre, l'album, il est pas mal, quoi. Correctement. Bah, c'est pas le meilleur album de Judas Priest, Non. mais il est sympatoche, quoi. Mais c'est une putain de boîte à rythme, quoi. Donc c'est une boîte à rythme moche en plus. Donc, Ouais, c'est complexe. c'est compliqué. Voilà. Donc Dave Holland, voilà, on l'a dit, hein, à partir de 88, Judas Priest c'est fini. Donc je l'ai dit, il y a la reformation de Trapèze début des années 90 qui lui trouve une petite occupation, on va dire, convenable. Mais surtout Dave Holland, il commence à se trouver une nouvelle carrière comme professeur de batterie. Exactement. Et notamment comme professeur de batterie auprès de personnes mineures. Ouais, et donc tout l'imbroglio juridique qui arrive à ce moment-là, en fait, ça vient d'une lettre d'un des anciens élèves de Dave Holland qu'il écrit à ses parents donc en décembre 2003. Il leur écrit un courrier en disant: quand j'ai été élève pendant donc toute une année de Dave Holland, où j'allais souvent chez lui et parfois il y passait des week-ends parce que c'était organisé de telle façon que on n'était pas loin du séminaire de batterie. J'ai été séquestré et agressé sexuellement par Dave Holland, ainsi qu'il y a une autre personne, un autre jeune homme de 22 ans qui est mis en cause. Et donc, suite à cette lettre, les parents portent plainte et il y a un procès assez lourd et quand même assez médiatisé, notamment en Angleterre, autour de cette affaire, qui est un poil complexe dans le sens où Dave Holland a toujours clamé son innocence malgré donc une condamnation importante de 8 ans de prison qu'il avait donc au moment du verdict quasiment déjà effectué. Il a fait je crois 1 ou 2 ans en plus, mais voilà, il a été condamné et les mots du procureur ont été très très durs, du juge pardon, les mots du juge ont été très très durs à son encontre au moment de la sentence, donc c'est pas rien. Moi ce que je retiens en tout cas, c'est que les réflexions, la ligne de défense de Dave Holland est absolument abjecte, puisque déjà comme malheureusement trop souvent il met ça sur le compte de la bisexualité en disant c'est normal, j'aime les hommes et les femmes, alors que ça n'a rien à voir avec le fait. Donc pour rappel, il a 50 ans, le gamin en question donc en a 17. Il est
unanimement présenté comme ayant des déficits d'apprentissage et un retard intellectuel. Donc c'est un enfant outre le fait que c'est un mineur, il est en précarité mentale, il est face à un adulte qui a plus de 2 fois son âge et qui est son professeur, donc qui est son ascendant psychologique et hiérarchique. Donc évidemment, tous les warnings sont... Voilà. Donc quand il dit, et il rajoute, suite à ça, les jeunes de son âge ont besoin d'attention. La seule chose que j'ai fait, c'est lui donner l'attention dont il a besoin. Et donc ça, c'est inexcusable et inentendable. Donc lui, il dit qu'il y a eu des rapprochements physiques et amoureux, qui est de l'ordre de la réciprocité, que ce soit le cas ou pas. De toute façon, il est en situation d'abus de faiblesse. Abus sur quelqu'un en situation de faiblesse. Donc voilà, c'est inacceptable quoi qu'il en soit. Derrière, il y a eu par la suite des tractations pour laver le nom et l'honneur de Dave Holland. Il y a eu une de ses proches qui a écrit des choses, qui a fait des enquêtes, etc. Sur cette histoire. Quoi qu'il en soit, il a abusé de la confiance de parents et d'un enfant qui était en difficulté, et à aucun moment, quels que soient les signaux qui ont été ou pas envoyés par ce gamin, à aucun moment il aurait dû se passer ce qui s'est passé, et il est grandement coupable de ça. Oui. Et alors il a dit Dave Holland, parce que donc tu l'as dit, mais il a toujours clamé son innocence, y compris jusqu'à son décès. Hein, donc il a même été interviewé par une journaliste anglaise dans les années 2000-2010, un truc comme ça, qui avait fait une interview dans laquelle il revenait là-dessus, et où effectivement ce qu'il disait était quand même assez ambigu moralement. Donc voilà. Comment dire, il s'est exilé, Dave Holland, une fois qu'il est sorti en de Espagne prison, immédiatement. c'est ça. En fait, il est sorti de prison, je crois, dans les années 2010. Voilà, et il est parti vivre en Espagne, où il est décédé. Hein. Il est décédé, il me semble, 2018. en 2018, c'est ça. D'accord, c'est d'un cancer du poumon, du coup. Ouais, et alors il avait dit, Dave Holland, dans les quelques interviews qu'il avait données, qu'il voulait écrire un bouquin, une autobiographie, où il voulait revenir là-dessus pour donner sa vérité, voilà. Sa vérité, et c'est jamais sorti. Donc est-ce que c'est jamais sorti parce que c'est insortable? Je sais pas. Enfin, en tout cas, toujours est-il que la version de Dave Holland n'est pas sortie à l'heure où nous vous parlons, et où en fait on a qu'en fait que le verdict du tribunal et les quelques interviews qu'il a données dans la presse, où justement on va dire qu'il se défend pas très bien. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que donc Judas Priest, voilà, qui donc continue encore toujours aujourd'hui avec le successeur de Dave Holland, c'est-à-dire Scott Travis, ils ont pris leur distance dès l'époque avec Dave Holland, au point que sur le site internet de Judas Priest, en tout cas la version du site internet de Judas Priest que j'avais consulté dans les années 2000 quand j'avais vu vendre cette histoire, ils prennent leur distance ouvertement avec lui en disant Dave Holland n'est plus le batteur de Judas Priest depuis 88. On n'a plus de contact avec ce mec. Voilà, c'est plus notre batteur. Donc ils ont ils ont quand même pris leur distance avec lui. Moi, ma question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont continué à lui verser des royalties pour tous les albums sur lesquels il a joué, sachant qu'ils ont été quand même réédités plusieurs fois. Ça, ils ont pas le choix. Hein. Tu peux rien faire. Mais tu vois, par exemple, il y a eu des cas, par exemple, où il y a eu des musiciens qui ont été accusés, tu vois, d'agression sexuelle, ou enfin même des musiciens ou des auteurs, par exemple, et où en fait il y a eu un vice, comment dire, on a la maison de disques ou l'éditeur a réussi à trouver un truc pour ne plus avoir à lui payer de royalties, parce que sachant qu'il avait été accusé de crime et tout machin, et que du coup, en fait, chaque fois que t'achetais le disque dans les magasins, tu versais des thunes à un mec qui était en prison, qui avait commis des horreurs, tu vois. Enfin, donc si tu veux éviter ça dans le métal, bon courage, parce que. Mais non, mais voilà. Enfin, moi, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il pouvait continuer à vivre confortablement malgré le fait qu'il était en prison, tu vois, grâce aux royalties. Il bossait plus, il vivait en Espagne. Je pense qu'il vivait de l'argent des royalties de Judas, de toute façon, oui. En tout cas, c'était quand? C'était en 2018, 2019. Il est décédé en 2018, ouais. le Hall of Fame. Voilà, Judas Priest au Rock'n'Roll Hall of Fame. Ça, c'est quand même assez notable, parce que c'est la première fois en fait où Judas Priest a, entre guillemets, réhabilité Dave Holland depuis cette histoire, c'est-à-dire qu'ils l'ont accepté parmi eux, en gros, pour la cérémonie, mais il était déjà mort, donc du coup ça s'est fait post-mortem, mais du coup son nom fait partie des personnes qui ont été introduites aux côtés de Les Binks, aux côtés de Keke Donning, hein, donc les anciens membres qui étaient revenus pour l'occasion. Et donc voilà, c'est 2022, hein, le 2022, voilà, et c'est cette cérémonie qui était notable, puisqu'il y avait Keke Donning qui était revenu jouer avec eux, et Les Binks aussi, tu vois, et donc le nom de Dave Holland a été cité parmi eux, quoi. La question, on n'aura jamais la réponse à ça. Mais la question, c'est s'il avait été encore en vie, en état de jouer, est-ce qu'il aurait joué ? Je pense qu'ils auraient dû lui dire
Voilà. Je pense que ça les a sacrément arrangés, que la question se pose pas. Ouais, ça les a sacrément mangés. Ils lui ont quand même rendu hommage quand il est décédé. Hein. Oui. Ça, c'est, Oui, je puis me rappelle, même au moment du Rock'n'Roll of Fame, notamment Rob Halford a des mots assez réconfortants le concernant en disant qu'il est une partie intégrante de l'univers de Judas Priest et que c'est bien qu'on lui rende hommage à ce moment-là, etc. Donc voilà, j'en pense rien. Encore une fois, c'est difficile quand t'as vécu 10 berges avec un mec aussi, que t'as des voix qui disent qu'il a rien fait ou pas, que l'eau a passé sous les ponts. Voilà, bref, tout ça est complexe, on va pas y passer 10 000 ans, mais... Non, mais c'est important en fait de revenir dessus, parce que en fait en 2003... Surtout, c'est encore la poisse qui colle à Ayomi, hein. C'est que Oui, au c'est moment ça. où lui doit sortir un disque, qu'il a un mec qui est accusé d'agression sexuelle. Pour notre histoire à nous, c'est ça qui est notable. C'est ça, c'est-à-dire que donc en fait l'affaire de Devoland éclate en 2003, et c'est pile le moment où justement Ayomi se disait hey, ce serait bien que je ressorte un peu, que je ressorte ce disque. Sachant qu'en 2000, alors on l'avait dit, mais en 2000, Ayomi enregistre son premier vrai album solo qui sort dans les bacs, qui est donc Ayomi, que j'appelle Ayomi 2000 parce que c'est un album éponyme, album sur lequel il y a plein de gens qui jouent dessus, dont Ozzy Osbourne et Bill Ward d'ailleurs, mais pas Glenn Hughes. Toujours est-il que cet album, donc Ayomi, dessus, alors on reviendra dessus dans un futur épisode, et il est même possible qu'on invite notre ami Guillaume Fleury qui aime beaucoup cet album. Dessus, il y a un titre qui s'appelle Black Oblivion, qui reprend un riff d'une chanson des sessions de 96, ce qui fait donc que voilà, je pense que l'idée, il y a Glenn Hughes qui a réenregistré une version sur son album, mais Ayomi aussi a recyclé une idée, donc voilà, je pense qu'ils se sont dit bon, voilà, on peut considérer qu'en 2000 le disque est perdu pour eux. Voilà. Tout ça, c'est des indices qui nous font dire qu'en 2000, ils se disent que le disque est passé à la trappe et donc ils repompent des trucs. Voilà. Et donc en fait, l'affaire Devoland, elle est intéressante quand même pour ça, c'est-à-dire que c'est le truc en fait qui est le déclic qui fait dire à Ayomi et à Glenn Hughes, bon, y en a marre qu'il y ait des bootlegs où il y a Devoland dessus qui circulent, on va le finir ce disque et on va faire réenregistrer les parties de batterie. Voilà. Donc là, on est en 2004. Voilà. Et histoire d'effacer complètement les parties de batterie de Devoland, elles sont rejouées par Jimmy Copley, donc, qui est notamment batteur de Tears for Fears, et qui, on peut le noter, a quasiment joué sur un album de Killing Joke. Je dis quasiment parce que est-ce que Outside the Gate est un album de Killing Joke, hein, c'est toujours la question. C'est littéralement le Seven Star de Killing Joke. C'est ça, ouais, mais est-ce que Seven Star est un album de Black Sabbath, tu vois, voilà, donc il est sorti en tout cas sous le nom Killing Joke, c'est un album de Jazz Coleman déguisé. Ouais. Et voilà. Donc Copley enregistre toutes les parties chez Ayomi, donc dans le studio que tu as cité tout à l'heure, le Tone Hall Birmingham, qui est en fait le home studio d'Ayomi. Et c'est les mêmes patterns, enfin il n'y a pas grand chose qui change, hein. Il rejoue quoi, il efface. Là il cancel Devoland. Là vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Jimmy Copley, il en a parlé, il a dit qu'il a enregistré sur le kit de Cozy Powell. Exactement, ça c'est la petite info que tu as trouvée récemment, c'est qu'il a utilisé le kit de Cozy Powell. Donc, Cozy Powell qui était décédé donc déjà, parce qu'il est décédé en 98, et ça éventuellement on y reviendra un jour, mais voilà, donc il y a quand même encore, déjà il y a Neil Murray qui joue sur l'album, il y a Jeff Nichols sur certaines parties, il y a Don Airey qui avait joué sur Never Say Die en 1978. Ça fait quand même beaucoup de gens liés à Black Sabbath quand même qui jouent sur cet album. Hein. Carrément. Voilà. Donc, alors cet album donc qui finit donc par sortir de façon définitive en 2004 sous le nom The 1996 DP Sessions with Glenn Hughes, avec une pochette sur laquelle il n'y a pas grand chose à dire. Bon, c'est le logo d'Ayomi en gros, voilà. C'est sobre. Hein, voilà. Alors, travail de PMA classique. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que ça reprend le logo en fait, qui est le logo de l'album Ayomi de 2000, hein, qui maintenant devient son logo pour tous ses projets solo. C'est le logo d'ailleurs qu'il porte aussi sur sa sangle de guitare. Quand tu regardes, voilà, c'est devenu son logo, sa marque en fait. Oui, c'est son logo signature, c'est ce qu'il y a sur son site, c'est ce qu'il y a sur ses parfums. Sur ses parfums, c'est tous ses produits dérivés. C'est son logo, c'est sa trademark. Voilà. Donc il le sort avec cette pochette qui est pas très intéressante. Maintenant, voilà, c'est quand même un disque qui, on va peut-être revenir vite fait sur les chansons. On va pas forcément faire un track by track très long. Ouais, dire un peu ce qu'il y a. Ce que tu as oublié par rapport à la photo, il y a une jolie photo de Glenn Hughes et d'Ayomi qui date pas de 96 mais de 2004. C'est ça. Et qui est prise par Maria Ayomi, du coup la femme. C'est ça, effectivement. Alors. Ce qui est important avec cette deuxième version, enfin cette version définitive de l'album, c'est qu'en fait, les titres des chansons sont pas exactement les mêmes que sur le bootleg. Non, il y a des changements. Il y a des changements. Il y a des changements dans les solos de guitare. Il y a des changements dans les paroles, puisque donc Glenn Hughes a refait des prises vocales. Hein.
Et surtout, il y a un titre en plus. Un titre en plus qui est Time is the Healer et qui a clairement été enregistré en 2004 parce qu'en fait, il a le même son que Fused. Oui. Donc, ça fait partie des. Puis il est pas sur ce qui était sorti, donc ouais, ça fait partie de tous les petits trucs qu'on peut noter. ouais. Et alors surtout la batterie a plus rien à voir quoi. C'est-à-dire que le son de batterie quand t'entends la batterie de Devoland, elle est assez triguée, assez sèche. Ouais, tout est plus moderne, hein. C'est sûr que là c'est pas le son de 96, c'est le son de 2004. On parlait de l'arrivée du numérique, là on est en full numérique en 2004 et c'est ce son là qu'on a quoi. Ouais. Donc voilà, donc en fait c'est en ça que moi je suis quand même assez circonspect quand messieurs Ayomi et Hughes disent qu'ils veulent finir l'album pour bootleguer les bootleggers comme Ayomi dit dans sa bio. C'est qu'en fait c'est deux albums différents, tu vois. C'est-à-dire qu'au final, ouais. et tu sais que quand l'album a été réédité là en 2024, la première chose que certains ont dit, c'est qu'il y en a qui ont dit mais pourquoi ils mettent pas la version démo en bonus quoi, parce que c'est pas du tout la même chose quoi. Ah mais ça reste des volantes, tu vois, c'est compliqué. Ouais, mais bon, tu vois, ça reste, pour moi, il y a des gens j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent, ouais, la nouvelle version de 2004, elle est bien, mais il y a voilà, moi je préfère les démos avec des volants. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce disque rapidement? Moi je trouve qu'il y a des chouettes morceaux, notamment deux chouettes morceaux qui sont les plus connus, hein, qui sont Gorn et Don't You Tell Me, qui a un super refrain, un peu soul dans l'esprit mais sur un gros riff et tout, donc petite vibe grunge sur le long de l'album. Ouais. Donc c'est vraiment les deux chouettes morceaux. L'album s'écoute plutôt bien. Moi je le trouve intrinsèquement meilleur que Forbidden. Maintenant, voilà, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est chouettos. Il y a vraiment que It Falls Through Me qui est un peu craignos. En fait, tu vois, moi, c'est un album que je me rappelle il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, j'avais écrit une chronique sur cet album sur un site dans lequel je disais que cet album il était meilleur que l'album sorti par Ayomi en 2000. En fait, en le réécoutant là pour préparer l'émission, je suis quand même obligé d'admettre qu'il vieillit pas très bien, que c'est un disque qui est quand même un peu oubliable, tu vois. Oui, il est quand même marqué par son temps. Il est marqué par son temps. Comment dire, les nouveaux arrangements de 2004 le rendent meilleur que la version originale de 96. Oui, la version de 96 est pas dingo du tout. Hein. Non, elle est pas dingo. Après, voilà, sur la version de 96, par exemple, il y a des parties de clavier beaucoup plus fortes, beaucoup plus marquées, qui d'ailleurs. Pour moi, font le vrai lien avec Forbidden, quoi. C'est-à-dire que tu sens encore. Tu parlais de lien avec Forbidden. Sur la version sortie, il y a quasiment plus de lien. On entend beaucoup moins de Geoff Nichols. Les claviers sont comme quand tu parlais du remix de Forbidden, sont le grand perdant de cette nouvelle version. Clairement, tout est plus modernisé, quoi. 2004, les claviers, c'est quand même plus du tout ça. Enfin, en dehors du Power Sympho, évidemment. Il y a quand même la présence, tu vois, de Doneire sur un morceau. Alors, je crois que c'est le morceau en question, c'est I'm Not the Same Man, qui est l'avant-dernier titre, où il y a un feeling très Deep Purple et où on entend, je l'ai dit tout à l'heure, on entend clairement que c'est Doneire. Voilà, il y a des petits arpèges de guitare, des trucs comme ça qui font qu'on sent que c'est un truc, tu vois, qui rappelle, un truc plutôt des années 90, quoi, qui est pas encore un truc. Bien sûr. Alors que voilà, c'est là où il faut faire le lien avec ce qui arrive ensuite. Il y a la chanson Time is the Healer, qui donc est un inédit enregistré en 2004 et qui en fait annonce The Devil Cried et Shadow of the Wind, c'est-à-dire les morceaux que Ayomi fait en 2007 avec Dio et pour Geezer. La box Dio, bien sûr. C'est ça. Donc ça, tu vois, c'est en ça que je trouve que finalement la version finale de DP Sessions, elle est intéressante. C'est que c'est en fait le chaînon manquant entre tous ces disques, tu vois. Et le fait qu'il y ait des liens aussi avec l'album de 2000, c'est pareil, c'est-à-dire que ça permet de comprendre en fait le processus qui amène à Devil You Know. Alors, oui, complètement. Mais moi je l'avais noté aussi, un Time is the Healer, c'est vraiment le chaînon manquant. On se rapproche à fond de Devil You Know. Alors il y a un truc moi que j'ai noté aussi, et j'ai compris seulement il y a quelques heures en fait en réécoutant encore une dernière fois l'album. Pour Fine. Fine, qui est le premier titre de la phase B du vinyle et voilà qui arrive en milieu d'album. Mais c'est le riff d'After Forever. Oui, c'est le riff d'After Forever et la ligne vocale, c'est justement là où je ferai le lien avec Soundgarden, c'est que la ligne vocale, elle est assez proche de celle de Searching With My Good Eye Closed, qui est sur l'album Soundgarden de 91.
Je trouve de toute façon qu'il y a un lien à faire entre le chant de Chris Cornell et celui de Glenn Hughes, notamment à cette période-là. Donc pas que Chris Cornell ait été inspiré, limite presque le contraire, je pense, si on devait sur certaines lignes vocales. Mais du coup, ce petit feeling grunge, mais quand même chanté. Enfin voilà, je le trouve sur Fine notamment. Il y a un feeling, globalement, il y a un feeling grunge metal sur cet album. Oui, complètement. C'est vraiment l'air du temps, Ouais. de plus de 96 dans la structure des compos, Ouais. avec le son de 2004, quoi. Ah oui, effectivement, tu vois, quand t'écoutes les morceaux où les prises vocales de Glenn Hughes ont clairement été faites en 96, alors que Time is the Healer, elles ont clairement été faites. En fait, tu entends l'évolution vocale de Glenn Hughes. Glenn Hughes, là, déjà, sur cet album, il sonne pas du tout comme sur Seven Star. Vraiment, Non, bien sûr. si tu vois, si on prend les 3 albums que Iommi a fait avec Glenn Hughes, c'est-à-dire Seven Star, 96 DP Sessions et Fused, sur les 3 albums, Glenn Hughes chante pas du tout de la même façon. C'est vraiment, tu vois sa voix qui vieillit, quoi, et qui... Moi, c'est sur le DEP Session d'ailleurs que je préfère sa voix, parce qu'on en reparlera, et tu le sais, pour Fuse, je suis un petit peu plus modéré. Ouais. Donc c'est à ce moment-là, j'aime bien certaines parties. Il y a vraiment une chanson que j'aime bien. Je sais pas, je les passerai pas tous les matins, mais voilà, je pense que Don't You Tell Me, je pense que quiconque l'écoute passera un bon moment, au moins. Ouais. Alors moi, il y a des chansons, par exemple, tu vois, It Falls Through Me, qui est la dernière chanson, qui est une ballade doom. Moi, je suis désolé, tu sens le titre qui était fait pour Tony Martin. C'est-à-dire que c'est possible. Tu mets la voix de Tony Martin dessus, ça colle mieux avec Tony Martin que. C'est le plus Forbidden de tous les morceaux de l'album, ça c'est sûr. Ouais. Bah ça fait chute de studio de Forbidden. Il y a autre chose encore, moi, qui m'a fait beaucoup penser à Forbidden, c'est Don't You Tell Me, voilà, qui est le 3e titre, où en fait tu sens le morceau pareil qui aurait pu être chanté par Tony Martin. Et alors c'est marrant parce que c'est ça le morceau, en fait, qui a été recyclé pour Iommi en 2000, c'est-à-dire où il y a la chanson, le riff principal de la chanson, c'est le riff de Black Oblivion, du pont de Black Oblivion sur Iommi, tu vois. Donc je te dis, il y a tous ces petits liens comme ça. Il y a aussi tu vois, l'intro de From Another World, la 2e chanson, ça fait beaucoup penser à Children of the Sea aussi. Tu vois, Oui, je vois. Mais on l'avait pas cité ça. En gros, les 3 premières chansons sont les meilleures de l'album. Pourquoi pas Fine aussi. Enfin voilà. Bon, l'album est chouette. Voilà, l'album est bien chouette. Et on était plutôt content de faire un petit Iommi Series, le premier du nom, sur cet album, sur toutes ces histoires qui l'entourent, des sortes de loose comme Iommi les aime. Et on reviendra donc très probablement avec toute la partie réunion pour le prochain épisode, puisque, pour rappel, quoi que tu dises, quoi que tu penses, plus que des enfants de la tombe ou de la mer, toi, moi, les autres, nous sommes avant tout des enfants de Tony Iommi et de Black Sabbath. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's some really good drum parts. Pretty awesome.